Bonjour et bienvenue à ce journal sur Free Media TV à la une. Les magistrats, les avocats, les organisations de la société civile, les médias ont été appelés à s'approprier les contenus de la loi sur les VBG en devenant des sensibilisateurs dans leur lien de service pour une mise en œuvre effective. C'était au cours d'une table ronde organisée par l'ONG Journalistes pour les droits humains, GDH, ce vendredi 24 novembre à Bukavu. Un salon des élections 2023 vient d'être organisé en commune de Bagira, dans la ville de Bukavu le mercredi 22 novembre, pour sensibiliser toutes les parties prenantes au processus électoral et la promotion des élections apaisées pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Présidentielle en RDC, 6 candidats à la course présidentielle dont fait partie Denis Mukwege, Martin Fayulu ont déposé une plainte contre le président de la CENI, Denis Kadima, et Peter Kazali, ministre de l'Intérieur. Ils dénoncent des entraves au processus démocratique et ont saisi la Cour de cassation pour abstention coupable le jeudi 23 novembre 2023. On va en parler avec notre invité Emmanuel Tiraba. Voici les détails. Afin d'amener les magistrats, les avocats, les organisations de la société civile et les médias à s'approprier les contenus de la loi sur les VBG, et devenir des sensibilisateurs dans leur service pour la mise en œuvre effective, l'organisation Journalistes pour les droits humains, GDH, vient d'organiser une table ronde ce vendredi 24 novembre 2023 à Bukavu. À l'issue de cette activité, 30 participants, dont les magistrats, les avocats, les organisations de la société civile et médias de Bukavu, ont échangé entre autres sur la manière de s'impliquer dans l'application effective de la loi sur les VBG en RDC et la loi d'exemption des frais de justice promulguée par les chefs de l'État en date du 11 septembre 2023. Il s'agit d'une avancée majeure grâce au plaidoyer mené par les journalistes pour les droits humains JDH et ses partenaires de la société civile pour la lutte contre l'impunité des violences sexuelles et VBG. Pour Prince Mouroula, coordonnateur de GDH, renseigne qu'il s'agissait de vulgariser les deux nouvelles lois récemment promulguées, mais la question des violences reste complexe. Disons que c'est une question complexe, les violences basées sur les genres et les violences sexuelles. C'est une question complexe parce qu'il s'agit d'un phénomène sociétal contre lequel il y a des lois qui viennent pour essayer d'y mettre fin. Donc la question en RDC, c'est une question qui est traitée par les organisations de la défense des droits et des victimes des violences sexuelles, mais aussi aujourd'hui avec l'engagement des autorités publiques à travers des lois. Ce qui manque maintenant, c'est l'application afin de mettre fin contre l'impunité des violences sexuelles. Parce que l'existence des lois, c'est une chose, mais son application, c'est ça l'essentiel. Nous avons fini la première étape qui a été une victoire, on a eu d'avoir. La deuxième étape qui reste, c'est celle de l'application de la loi. Et c'est sur ça que nous sommes en train de nous concentrer et tous les acteurs étaient unanimes sur cette question. Il faut qu'il y ait l'application de la loi afin de mettre fin contre l'impunité des violences sexuelles et ainsi amener la communauté à prendre conscience, à dénoncer toutes les formes de violences basées sur les genres, mais aussi pour les victimes d'avoir accès à la justice. Pour sa part, Egide Kitoumaïni, journaliste et défenseur des droits humains, pense que pour légaliser ces deux ordonnances-lois, il faut une parfaite collaboration entre les parties prenantes. C'est une opportunité que JDH nous offre parce qu'on a été en face des magistrats, des avocats, des acteurs de la société civile, mais également
des défenseurs des droits de l'homme, pour réfléchir ensemble de quelle manière nous pouvons agir ensemble en tant que partie prenante pour que nous prenions le taureau par les cornes afin que les victimes des violences sexuelles soient remises dans leurs droits. Et c'est à travers la diligence dans le traitement des dossiers liés aux viols et violences sexuelles, mais également dans une parfaite collaboration entre ces parties prenantes-là. Nous avons une ordonnance loi, nous avons également des textes juridiques qui sous-tendent notre métier et que nous devons appliquer pendant la collecte, pendant le traitement et la diffusion des informations en collaboration avec les personnes qui sont dans les groupes. C'est très important pour nous. Et bon, nous pensons que c'est une façon de contribuer également à la promotion des droits des femmes et des jeunes filles qui ont été longtemps meurtries par les viols et les violences sexuelles. Notons que cette activité entre dans le cadre du projet Canada Monde, la voix des femmes et des filles. Elle correspond avec l'objectif de GDH RDC qui vise à engager les membres des communautés au respect des droits humains et plus particulièrement ceux des femmes et des filles pour lutter contre l'impunité de toutes les violations faites à leur égard. L'association des femmes des médias AFEM en partenariat avec la coopération allemande pour le développement GIZ venait de lancer la deuxième édition du prix concours Propé Jinsia Kwa Amani le lundi 20 novembre 2023 à Bukavu en faveur des professionnels des médias œuvrant dans la province en proie de la sécurité, le Nord et le Sud Kivu et la province de l'Ituri. Madame Julienne Bassé, qui est coordonnatrice des AFEM, explique dans une conférence de presse les critères et conditions à remplir pour concourir. Il y a des conditionnalités que nous allons présenter ici. Ça veut dire, donc l'invitation elle est vraiment massive. On invite, on encourage aussi bien les femmes journalistes que les hommes journalistes, en tout cas à postuler, à poser leur candidature par rapport à ce prix. Et les conditions, comme l'année passée, elles sont presque, en tout cas, elles sont restées les mêmes. Donc, il y a d'abord, la première condition, c'est par rapport à l'éligibilité. Et ici, la condition est simple. Donc, il faut juste être une journaliste ou un journaliste actif ou active qui travaille dans les zones d'intervention de la GIZ et du projet Propé. Et ces zones sont notamment au Sud Kivu, Bukavu, Fizi, Uvira, Walungu, Kabare, Kale, Mwenga, Ituri et Shabunda. Et au Nord Kivu, il y a Nyiragongo, Masisi, Ruchuru, Beni, Butembo et Walikale. À Ituri également, il y a Bunia qui est couvert par le projet Propé. Donc, nous avons pratiquement les provinces du Sud, Nord Kivu et d'Ituri. La deuxième conditionnalité ou le deuxième critère, c'est relatif à l'âge. Et ici, il faut tout simplement être âgé de 18 à 45 ans. Le troisième critère, c'est être une jeune ou un jeune journaliste travaillant dans une structure médiatique légalement reconnue avec une carte des services valide de sa maison de presse pour cette année 2023 ou bien disposer d'une carte de presse de l'UNPC de l'année 2021-2022. Et donc, les candidats et candidates sont priés de joindre une copie de leur carte de presse lors de la soumission du dépôt de leur dossier de candidature. L'autre critère, c'est avoir une expérience professionnelle dans le média de 2 à 10 ans ou plus. Et donc, pour cela, il faudra joindre les CV plutôt lors de la soumission du dépôt des dossiers de candidature. L'autre critère, c'est par rapport au contenu à offrir. Et ici, il y a le critère de pertinence et d'originalité. Donc, nous demandons de proposer un contenu, radio, TV, presse écrite ou en ligne, en lien avec la promotion du genre et la construction de la paix. Le contenu devra prendre en compte la sensibilité au conflit, aborder les questions de paix, la prévention de violences sexuelles et sexistes, ainsi que la promotion du genre.
Toujours par rapport à ces critères de pertinence et d'originalité, aborder un sujet intéressant, un sujet en tout cas d'intérêt pour la communauté, un sujet qui rencontre les réalités locales, qui reflète les besoins réels de la population et qui concerne en tout cas, comme je venais de le dire, la réalité vécue par les communautés. Le sujet devra transformer les perceptions et permettre aux auditeurs, auditrices de remettre en question les normes sociales et orienter, ouvrir de perspectives pour des solutions qui adressent ces stéréotypes liés au genre. L'autre critère, c'est l'équilibre genre. Et là, nous recommandons en tout cas les candidats dans les candidatures de pouvoir utiliser les approches sensibles au genre, la prise en compte du genre de la conception à la production, c'est-à-dire pour ce qui est des personnes ressources, le nombre de femmes et d'hommes impliqués et surtout assurer l'équilibre genre entre les capacités. Donc le choix de personnes ressources doit tenir compte de cet équilibre genre. L'autre critère, c'est l'innovation. Les sujets proposés devra en tout cas couvrir un domaine, un sujet atypique, donc qu'on n'a pas l'habitude de traiter, ou bien un sujet qui est perçu soit comme un sujet masculin ou féminin. Respecter également l'équilibre dans les contenus. Donc on aura besoin que dans les contenus, il y ait au moins 2 sons de cloche. L'autre critère, c'est le respect du format radiophonique proposé. Donc, si c'est une émission, si c'est un magazine, en tout cas, que ça soit fait de façon professionnelle et répondre aux normes requises pour l'émission, pour le magazine ou pour l'article et consorts. Bonne qualité sonore également du contenu audiovisuel. L'autre critère, c'est le respect du timing, le respect du temps qui est imparti normalement au programme radio-télévision. Ça veut dire 15 minutes maximum pour les émissions ou les magazines qui seront proposés. Et on encourage également les contenus visuels. Donc nous encourageons fortement, comme on dit, une image vaut 1000 mots. En tout cas, nous vous encourageons, chers candidats et candidates potentiels, à pouvoir soumettre également des contenus visuels parce qu'ils auront une valeur ajoutée. Le monde célèbre la Journée internationale pour les droits des enfants chaque 20 novembre de l'année. À cette occasion, les réseaux des journalistes et amis de l'enfant RGAE, dans le contexte actuel de la RDC, ont invité les candidats à tous les niveaux à ne pas utiliser les enfants dans les campagnes électorales. Une invitation lancée le lundi 20 novembre 2023 par son coordonnateur provincial Ernest Moero. Cette commémoration de la journée dédiée aux droits de l'enfant intervient à une période particulière de l'histoire de notre pays, c'est-à-dire la période des débuts des campagnes électorales pour les élections présidentielles et législatives dans ces pays. Et sachant les habitudes que nous avions constatées comme réseau des journalistes amis de l'enfant, les élections précédentes, on voudrait ici lancer un signal d'alerte par rapport aux candidats et autres acteurs qui ont tendance à utiliser les enfants, à exploiter les enfants pendant la campagne électorale. Donc, les réseaux de journalistes amis de l'enfant dénoncent avec la dernière énergie la pratique d'utiliser les enfants pendant la campagne électorale. Ce n'est pas aux enfants de porter des drapeaux des candidats qui cherchent le pouvoir. Ce n'est pas aux enfants d'être utilisés pour la contre-campagne, c'est-à-dire les envoyer à aller désafficher les posters d'autrui. Ce n'est pas aux enfants sur lesquels on devra s'appuyer pour avoir une situation numérique ou un nombre donné pendant les campagnes. Les enfants ne vont même pas voter. Et donc, nous en appelons à un haut niveau de responsabilité des candidats à tous les niveaux. Nous en appelons aussi à une coalition d'efforts entre différentes organisations de promotion et de défense des droits de l'enfant
pour que nous coalitions les efforts en collaboration avec la police de protection de l'enfance, la division du genre famille et enfants, afin de préserver l'enfance autour de cette réalité électorale. Sensibiliser toutes les parties prenantes au processus électoral sur la promotion des élections apaisées pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. C'est l'objectif d'un salon des élections 2023 qui a eu lieu en commune de Bagira, ville de Bukavu, le 22 novembre 2023. La motivation réside dans le fait que le processus électoral nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, car on peut ne pas être candidat, mais on est électeur. Yannick Moutambo, co-organisateur de l'initiative du Salon des élections 2023. Et la seule façon de participer à ce processus, c'était de donner quand même la chance aux potentiels députés, de demain, de pouvoir entrer en contact avec leurs électeurs. Parce que souvent, on n'arrive pas à avoir vraiment la chance, surtout les milieux les plus marginalisés, notamment les milieux périurbains, les zones rurales, les quartiers marginalisés, n'arrivent pas la chance vraiment, les électeurs n'arrivent pas la chance d'être en contact avec leurs candidats. Alors, le salon des élections, c'est une initiative qui cherche à promouvoir la participation inclusive aux élections. Vous savez qu'avant, pendant et après les processus électoraux, les jeunes jouent un rôle important. Ils sont acteurs dans la manipulation politicienne, mais aussi ils sont victimes de cette manipulation politicienne. Alors à notre niveau, nous avons voulu mobiliser, sensibiliser les jeunes pour qu'ils arrivent quand même à contribuer dans la promotion des élections apaisées, mais aussi du fair play électoral. Une des panélistes et candidate, Ngabo Grasse, estime que chacun, les politiques, le leader d'opinion, les journalistes, doit jouer un rôle et s'y arrive, il y aura des élections démocratiques et apaisées. Donc c'est aux leaders d'opinion de cesser à la manipulation et aux politiciens aussi de cesser à la manipulation politicienne et aux journalistes de cesser avec les intoxications. Et c'est ce qui pourra nous aider à ce que ces élections puissent vraiment aboutir. La population a attendu ce jour le 20 décembre et maintenant là, le 20 décembre c'est à quelques jours. Il faudra que nous puissions vraiment prendre conscience de ce que nous méritons. Et je demanderai aussi à ceux-là qui ont déjà pris la population en otage de la libérer. Il est grand temps que la population qui est le souverain père de jouer aussi son rôle en nous montrant nous politiques, qu'elles n'est pas vraiment leurs voix ne sont pas avant leur avenir, leurs 5 bonnes années, ça se prépare maintenant en faisant de bons choix de ceux-là qui pourront le représenter aux élections qui pointent à l'horizon. Elle estime qu'entre candidats, chacun de lire la loi électorale qui parle des comportements à adopter. Avec ça, il y aura des élections apaisées. Autant que ces salons des élections comptent être organisés dans les autres communes de la ville de Bukavu, ainsi que dans les différents territoires du site Kivu. Les réseaux pour la durabilité des organisations de la société civile, RDCSS, la RDC, à travers les projets, l'action pour la transparence des élections en 2023, acte 2023, vient de lancer dans la province du Sud Kivu une campagne de sensibilisation sur les outils d'aide au vote en fait de renforcer la culture citoyenne par la consolidation de l'éducation civique et sensibilisation électorale pour la participation responsable et apaisée de jeunes personnes vivant avec handicap, déplacés internes et femmes au 4e cycle électoral. Et lancement fait devant les Chevaliers de la Plume ce samedi 25 novembre 2023 à l'hôtel Monkaouzi. Le projet ACT, comme je l'ai dit, c'est un projet pour la transparence des élections en RDC. Quel est son objectif principal? C'est de renforcer la culture citoyenne par la consolidation de l'éducation civique et la sensibilisation électorale
pour une participation responsable et apaisée des jeunes, des personnes à faible mobilité qu'on appelle souvent des personnes vivant avec handicap, des déplacés internes, des femmes en ce 4e cycle électoral dans lequel nous sommes dans notre pays. Le but de ce projet ACT, c'est de contribuer au renforcement de la culture démocratique en République démocratique du Congo par la participation citoyenne de la population à un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Ce projet va être mené sur toute l'étendue de la RDC, mais à travers quelques actions prioritaires que je m'en vais vous présenter. C'est d'abord la conduite de recherches sur la violence avant, pendant et après les élections. La production d'une série d'analyses sur les différentes institutions qui sont impliquées dans la gestion du processus électoral afin de comprendre et de vulgariser leur fonctionnement, leur niveau d'indépendance et leur politisation. L'autre action prioritaire, c'est le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des structures communautaires. La redynamisation, vivification et responsabilisation des structures communautaires, c'est aussi une autre action prioritaire. L'appui à l'élaboration participative de la matrice de gestion des conflits électoraux, la production des outils de sensibilisation, la réalisation des grandes campagnes de sensibilisation, le monitoring des violations des droits humains, la responsabilisation des organisations de la société civile. Et par rapport aux objectifs et aux activités, on a essayé de penser qu'à travers les activités que nous allons mener, nous, le réseau du Sud Kivu, nous voulons atteindre plus ou moins 3400 personnes qui seront sensibilisées dans les axes qui ont été retenus pour la mise en œuvre du projet. Et ces personnes seront sensibilisées sur la participation citoyenne, la prévention des violences électorales et la compréhension sur le fonctionnement des institutions intervenant dans le processus électoral. Mais également, on suppose qu'après la mise en œuvre des activités, les enjeux électoraux seront compris par la population et leur permettront de participer comme des citoyens responsables au reste du processus électoral. Présidentielle en RDC, 6 candidats à la course présidentielle, dont fait partie Denis Mukwege, Martin Fayulu, ont déposé une plainte contre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Ils dénoncent des entraves en processus démocratique et ont saisi la Cour de cassation pour l'abstention coupable le jeudi 23 novembre 2023. Retrouvons notre invité Emmanuel Tiraba, politologue et analyste indépendant. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Une courte présentation s'il vous plaît. Je suis Emmanuel Tiraba, je suis politologue, analyste politique indépendant. Voilà, vous êtes politologue en République démocratique du Congo. L'opposition vient de signer une déclaration, notamment Denis Mukwege et Martin Fayulu, les 4 autres candidats. Ils ont déposé une plainte contre la CENI, les présidents de la CENI et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour abstention coupable. Voilà. Dans ce cas ici, il y a ces opposants qui accusent Denis Kadima, ils disent qu'ils ne connaissent pas leurs électeurs. Il y a au moins 80% des cartes qui sont illisibles parce qu'ils ont été imprimés à base thermique. Ils accusent également le ministre Peter Kazadi de ne pas accorder à tous les candidats, comme le veut la loi, les 25 policiers. Ils disent que le président Félix Tshisekedi, lui, il est protégé par la garde républicaine. Je ne sais pas, dans ces termes, la cassation à l'abstention coupable, c'est la quoi. Alors c'est ça. Ça va dans ce sens parce que quand ils accusent le patron de la territoriale de la sécurité nationale, qui est Peter Kazadi, et le patron de la CENI, de s'abstenir, de les accorder plutôt la sécurité, et l'autre, les électeurs, c'est-à-dire,
quand on s'abstient aux élections, c'est-à-dire vous ne vous exprimez pas, vous n'exprimez pas votre vote, alors ils s'abstiennent d'une manière là, disons, ils sont victimes d'une abstention, c'est-à-dire les électeurs, quand ils disent c'est ça. Voilà, ils l'ont fait savoir grâce à travers une déclaration qu'ils ont signée ensemble. Est-ce que vous pensez qu'avec cette déclaration signée du côté Denis Mukwege, Martin Fayulu et quatre autres opposants? Bon, c'est une confusion totale parce que l'opposition elle-même s'est retrouvée, disons, à l'état face à une situation qui arrive, qu'elles-mêmes peut-être sont rencontrées, au lieu de créer une opposition, soit à candidature unique bien avant, qui pouvait quand même avantager un bloc qui est de l'opposition face à l'Union sacrée, qui avait déjà prévu certaines circonstances, chacun à son profit. Alors, elle se retrouve que la géopolitique est en train peut-être d'aller à l'encontre de leurs idéaux. Parce que, vu la guerre à l'Est, et autre part comme Kouamout, tous les cas, chaque candidat se retrouve dans une situation faible, surtout dans sa région d'origine, où certains territoires peut-être ne feront pas parmi les électeurs à la présidentielle. Oui, parlant des géopolitiques, vous pensez que les sites qui vont être défavorables à Denis Mukwege? Voilà, le site Kivu, normalement, d'État qui fils, c'est un site kivusien. Alors, il se retrouve en loup solitaire face au pro-Union sacrée, qui a, à savoir, on voit Kamel, on voit Lukwebo, on voit Kaditima, qui tous liguent pour le président. Alors, sa élection. Et Mukwege, qui est fils du site Kivu aussi, qui bénéficie quand même de cette notoriété comme prix Nobel. Alors la société civile, disons de toute la République, peut quand même, j'ai dit peut quand même les soutenir, mais ils se trouvent tous des mêmes bateaux. Les mêmes bateaux sont des sites qui vous sont par rapport du Grand Kivu. Donc Mukwege n'a seulement que les sites Kivu et peut-être une partie du Nord Kivu. Pourtant, il y a Katumbi qui a déjà les Maniema avec l'appui des Matata Pognon. Vous pensez qu'avec les sites qui vont seulement, si Mukwege voulait les soutiens des autres entités, il pourrait se rallier à Martin Fayulu et d'autres candidats? Bon, sauf hypocrisie, le Congo est plus cosmopolite, avec plusieurs tribus, mais face là, on le voit souvent, il y a une dose de tribalisme, une petite dose de tribalisme s'agissant des élections. Souvent en période électorale, c'est là qu'on exhibe, plusieurs candidats exhibent maintenant la vraie ethnographie de la RDC. Alors Mukwege pourrait être victime de ça. C'est pourquoi même Matata Pogno peut-être a cette vision, c'est ralliant vite à Katumbi pour voir qu'il n'est resté qu'avec les petits Maniema qui ne représentent absolument presque rien. En se ralliant déjà à l'opposition, vous ne trouvez pas qu'il y a déjà un frein à ce tribalisme là-bas? Un natif de Maniema qui soutient un natif de Katanga, un natif et là ils coalisent ensemble de façon que c'est déjà un pas vers le non-tribalisme dans notre pays. Est-ce que vous ne pourriez pas encourager ces ralliements là-bas? Si par exemple il pouvait, en se ralliant, il pouvait donner une seule candidature qui va s'opposer à la candidature du président. Mais il faut voir, même en se ralliant eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs d'abord d'eux-mêmes. On peut conclure que Mukwege, Martin Fayulu iront cavalier seul et l'autre. Et c'est là l'échec des élections. Et c'est là l'échec, que nous préconisons peut-être là. Donc, si peut-être ils savaient quand même se rallier, faire une opposition, une candidature commune entre eux, les présidents actuels n'auraient pas de sortie. Est-ce que vous pensez que Mukwege, Martin Fayulu
vont perturber les électeurs dans le cadre du choix d'un candidat de l'opposition? Alors là, ils sont en train d'estimer chacun le poids politique de l'autre, parce que ils sont en train de mesurer d'abord le novice en politique qui arrive, Mukwege, il est sur la balance. On veut savoir si réellement il a une base solide qui ne pourra pas perturber les autres bases. Merci, M. Emmanuel, c'est la fin de cette interview. Et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Parmi les faibles, les plus forts oublient sa faiblesse. C'est dans ces mots que nous sommes en train de vous dire au revoir et à la prochaine.